Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter, je suis Flora Forgenel, je suis chargée de mission droits des femmes à la ville de Nanterre. Alors, je vais commencer par vous remercier d'être présents aussi nombreuses et nombreux puisque vous êtes voilà, nombreux à vous être inscrits pour la réunion de ce soir, qui a pour objectif de vous présenter le projet de Maison des femmes de Nanterre. Alors, c'est un projet qui fait partie des engagements de l'équipe municipale qui a été élue l'an dernier. Une première information, un premier scoop. Entre-temps, la ville a gagné un partenaire très important dans ce projet, qui fait désormais pleinement partie de l'aventure, à savoir l'hôpital Max Forestier de Nanterre. Cela fait donc près d'un an aujourd'hui que la ville et l'hôpital réfléchissent et travaillent ensemble à la préfiguration de la future maison des femmes de Nanterre. Il nous a semblé important aujourd'hui de présenter aux Nantériennes et aux Nantériens les résultats de cette année de travail et de réflexion, pour que vous, qui suivez cette réunion en direct, puissiez non seulement vous informer sur notre projet, mais aussi réagir, nous faire part de vos réflexions, de vos suggestions, de vos commentaires et de vos questions. Autour de la table ce soir, pour vous présenter ce projet, nous avons donc, pour l'hôpital Max Forestier, Luce Legendre, directrice de l'hôpital, Valérie Thomas, chef du pôle médecine sociale, et Benoît de Sarcus, responsable du service gynécologie obstétrique. Pour la ville de Nanterre, Lorraine Janton, maire adjointe déléguée aux droits des femmes, et Patrick Jarry, maire de Nanterre. Mais nous avons aussi avec nous quelques-unes de nos partenaires. Anne-Charlotte Gelti, qui représente ce soir le CIDFF, mais aussi l'AFED, Salia David, qui représente l'ADAVIP, Chrislène Adonai, du Centre communal d'action sociale, et Leïla Nita, nantérienne, qui fut l'une des premières porteuses du projet. Avant de leur laisser la parole, je vais vous donner quelques brèves précisions techniques. L'un des objectifs de la réunion de ce soir est de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Vous pouvez donc nous faire parvenir vos questions via le chat. Nous allons commencer la réunion en vous présentant le projet. Ensuite, nous alternerons les prises de parole de nos partenaires et des personnes qui sont autour de la table, et les réponses aux questions que vous pouvez dès à présent commencer à poser dans le chat. On n'aura peut-être pas le temps, on va essayer de tenir cette réunion dans des délais restreints pour vous libérer pour l'heure du repas et pour certaines et certains pour le match. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à l'ensemble des questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que pour les questions que vous poserez via le chat et auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, on vous fournira une réponse dans le compte-rendu de cette réunion qui sera en ligne sur le site de la ville d'ici quelques jours. Donc, il y aura une réponse à chaque question qui sera posée. Alors, voilà pour cette introduction technique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lorraine Janton, donc maire adjointe déléguée aux droits des femmes, qui va vous dire un petit mot de bienvenue. Je te remercie, Flora, et j'en profite pour remercier évidemment les services, les élus présentes aussi et présents à la réunion publique, les associations partenaires, et puis évidemment les habitants et les habitantes de Nanterre qui sont avec nous ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter le projet de Maison des femmes et impatiente également de recueillir vos remarques, vos avis, vos questions qui viendront, j'en suis certaine, enrichir nos réflexions. Ce projet, il s'inscrit dans un contexte bien particulier, puisque jamais dans notre société, la réalité des violences contre les femmes et les enfants n'aura été autant scrutée, autant médiatisée, autant commentée que ces dernières années. À commencer par le mouvement MeToo, qui a secoué une grande partie des consciences, et ce, à travers différents pays du globe. La crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis plus d'un an a elle aussi révélé l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. En 2020, les signalements pour les violences conjugales ou encore l'enfance en danger ont considérablement explosé. L'urgence est donc là, et notre responsabilité est d'agir ensemble pour y mettre fin. Ce projet de Maison des femmes, porté par une toute nouvelle délégation aux droits des femmes que j'ai l'honneur de représenter, nous offre l'opportunité de répondre avec ambition et détermination à ce besoin. La Maison des femmes de Nanterre poursuit donc deux objectifs. D'une part, protéger et mieux accompagner les femmes et les enfants victimes de violences dans leur démarche sur le plan social, juridique ou encore médical. Et d'autre part, de promouvoir la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes auprès de toutes les Nantériennes et les Nantériens à travers la culture, les sports, les arts. Il existe en France plusieurs modèles de maisons des femmes, mais à Nanterre, je suis convaincue que nous pouvons construire un projet original, ambitieux,
qui se démarque de tout ce qui existe par ailleurs. Un projet unique à l'échelle de l'Île-de-France dans lequel la ville et l'hôpital se retrouvent autour de ce projet et partagent la même ambition, la même détermination pour sa réussite. Sans transition, je passe donc la parole à Madame Legendre, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, qui est directrice de l'hôpital de Nanterre, qui souhaite dire un mot. Merci beaucoup. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le maire, Monsieur Jarry, qui est également le président du conseil d'administration de l'hôpital de Nanterre. Je remercie également Madame Janton de nous accueillir aujourd'hui et de nous associer à ce projet. Alors, l'hôpital de Nanterre, qui est très connu des Nantériens, aura à horizon 2026-2028 changé complètement de visage puisqu'il sera reconstruit. Et d'ores et déjà, sous l'impulsion architecturale du projet, les médecins et les équipes soignantes œuvrent à développer une offre de soins de qualité au service de la population. Dans le cadre de ce grand projet de santé publique, le projet de la Maison des femmes a évidemment trouvé toute sa place. Ce projet, pour ce qui concerne notre hôpital, est soutenu par le docteur Valérie Thomas et le docteur de Sarcus, mais aussi, pardonnez-moi, par l'ensemble de la communauté médicale, puisque très récemment, à l'automne dernier, et encore ce matin, dans le cadre de notre commission médicale d'établissement, le projet a reçu l'assentiment de toute la communauté médicale. Alors, pour notre part, la prise en charge médicale au sein de la Maison des femmes s'appuiera sur un savoir-faire existant de longue date dans notre établissement. Tout d'abord, une très bonne connaissance des publics vulnérables ayant subi des violences, un service de maternité obstétrique dont le personnel est très sensibilisé à l'ensemble de ces questions, un service des urgences, une équipe d'addictologie et un grand pôle de santé mentale. Ces compétences ont été récemment complétées par une compétence plus récente autour du psychotraumatisme, indispensable à la prise en charge globale, prise en charge médicale pour la Maison des femmes. Donc je voudrais, pour terminer mon propos, préciser que l'hôpital est complètement engagé aux côtés de la ville de Nanterre et des associations pour voir aboutir le plus rapidement possible ce projet. Je vous remercie. Voilà, alors je vais redonner la parole à Lorraine Janton. On va passer à une phase de présentation du projet qui va s'appuyer sur un petit PowerPoint que, en principe, vous allez voir apparaître sur votre écran. Donc, je donne la parole à Lorraine Janton et ensuite à Valérie Thomas pour la présentation du projet. Lorraine, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait, le projet de Maison des femmes fait partie d'un des engagements prioritaires du mandat actuel. C'est un engagement phare de ce mandat et ce projet s'inscrit dans une dynamique citoyenne très forte puisqu'il est issu des ateliers citoyens qui ont été organisés lors de la campagne des municipales de 2020. Les habitantes, les habitants, les associations se sont largement mobilisés pour faire entendre ce besoin. Et le maire de Nanterre a entendu cette préoccupation. Et avec l'équipe municipale actuelle, nous nous attelons depuis maintenant 1 an à respecter cet engagement pris durant la campagne. Si l'idée a émergé publiquement lors des ateliers citoyens de la campagne municipale, s'imposant alors comme une évidence, elle a germé discrètement au fil des années grâce à la contribution constante de citoyennes engagées et d'associations spécialisées comme le CIDFF 92 et la FED 92, ainsi que l'ensemble des associations mobilisées en faveur de ce projet. La dimension citoyenne du projet et la démarche de concertation sont de formidables outils pour construire une maison des femmes qui répondent aux besoins des Nantériennes. Ainsi, depuis notre élection, nous avons donc consulté, questionné. Nous nous sommes également inspirés à la fois des partenaires institutionnels et associatifs de la future structure, mais également de responsables d'autres lieux de promotion des droits des femmes qui existent en France, à Saint-Denis, à Nantes, à Paris ou encore à Montreuil. Cette première année a donc été consacrée à la réflexion, à dessiner les contours du projet. Nous aurions souhaité aller plus vite, mais la crise sanitaire a ralenti le processus. Pour autant,
nous avons considérablement avancé. Et on est en capacité donc aujourd'hui de vous proposer une maison des femmes basée sur 3 pôles, puisque ces 3 pôles sont la base d'une maison des femmes qui sera un lieu, à la fois un lieu ressource pour les droits des femmes, un lieu d'accueil et d'orientation, mais aussi d'accompagnement des femmes vulnérables, en particulier des femmes victimes de violences. Ces 3 pôles sont donc complémentaires. Le premier est le pôle soins, avec un centre médical et un accueil d'urgence. Le second, un pôle socio-culturel et également centre de ressources dédié aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Et enfin, un pôle observatoire des violences faites aux femmes. Un projet sur 2 sites, donc, pour une réponse la plus complète possible aux attentes et aux besoins des femmes. Je laisse la parole à Valérie Thomas qui va vous présenter le pôle soins. Merci. Donc, la nécessité d'un lieu unique s'est imposée, je dirais, au fil de ma compréhension du fonctionnement au sein du CACH, que j'ai rejoint il y a un peu plus d'1 an. C'est-à-dire qu'au sein du pôle de médecine sociale, le nombre de femmes en situation de vulnérabilité, en demande d'IVG ou exposées à des situations de violence a manifestement augmenté. Nous accueillons jusqu'à 40% de femmes à la nuitée qui sont sans domicile. Et au fil des prises en charge, moi je suis formée à l'accompagnement des femmes victimes de violences. Le collègue que j'ai recruté, qui est également légiste également, et une psychologue dédiée aussi à ces situations de psychotraumatisme, nous a conduit à recourir aux professionnels dont on a pu apprécier le savoir-faire et le savoir-être, et notamment bien sûr le service de gynécologie obstétrique, le docteur de Sarcus, qui déjà a joui d'une solide réputation concernant le respect au maximum de la physiologie de l'accouchement. Et nous avons fait circuler ces patientes d'un service à l'autre, au fil des besoins d'IVG, des adressages pour la réparation des chirurgies de mutilation sexuelle féminine et de prise en charge de situations de violence. Donc le principe d'un lieu unique, ça nous permet de capitaliser ce qui existe déjà au sein de l'hôpital, mais qui est dispersé au sein de l'établissement. Donc l'objectif serait de réunir dans un même lieu le centre de planification familiale et d'IVG qui existe déjà, de développer un dispositif d'orientation pour les femmes qui auraient besoin d'une réparation de mutilation sexuelle féminine, un accueil dédié aux situations de violence conjugale, intrafamiliale, sexuelle et sexiste, accueil qui existe déjà et notamment grâce à l'importance du tissu associatif du 92. Donc par exemple l'Escale était présente en tout cas, le Covid forcément un petit peu suspendu, mais les partenariats se sont établis très facilement. Nous avons très tôt échangé avec le CIDFF, j'ai rendu visite au centre Flora Tristan. Donc ce tissu-là fait partie des partenaires indispensables à cet accompagnement. Le service d'urgence 24 heures sur 24 permet la prise en charge pour les situations qui le nécessiteraient, un accueil et une orientation. Et bien sûr, nous avons déjà au sein de notre pôle une forte culture de la prévention et de l'éducation pour la santé, y compris pour les femmes qui sont très éloignées du soin pour des raisons sociales. Ensuite, il y a des actions qu'on pourrait qualifier de plus transversales. Les permanences juridiques, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés sur le pôle de médecine sociale pour les femmes qui ont des difficultés administratives, notamment dans des contextes de migration, mais pas seulement. L'opportunité d'ouvrir ce centre au sein de l'hôpital, c'est la possibilité, et ça c'est un travail que nous devons mener avec le commissariat pour pouvoir mettre en œuvre et ouvrir la possibilité d'un dépôt de plainte. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est à construire, mais qui est rendu possible par l'existence de cette maison des femmes au sein de l'hôpital. Les permanences associatives, qui pour nous sont des actrices fondamentales sur le sujet, et puis des ateliers psychocorporels, des groupes de parole et des formations. Là encore, on reprend le modèle qui est vraiment emblématique de la maison des femmes de Saint-Denis, dirigée par le docteur Hatem, avec laquelle nous sommes en lien très fréquemment et elle nous accompagne dans notre démarche. Et je prends le relais donc, pour vous présenter le pôle socio-culturel qui en fait comprend 2 volets. Un premier volet qui est un accompagnement
des femmes et des enfants victimes de violences, et un second volet qui est plus axé sur les ressources pour les droits des femmes. Donc les services qui seront proposés dans ce pôle seront des permanences d'accès aux droits, notamment, avec les associations spécialisées, des permanences de la CAF, de l'espace santé jeunesse, ou encore des permanences d'avocats, du planning familial, ou encore de la maison de l'emploi et de la formation, pour que les femmes puissent avoir accès à leurs droits, qui est la clé pour notamment sortir des violences. Dans le lieu ressources, nous pourrions envisager des animations qui sont faites par des professionnels, des conférences, des débats, mais aussi des formations sur l'égalité femmes-hommes, des initiatives culturelles ou encore sportives, et pourquoi pas une bibliothèque, un espace convivial ou encore un jardin dans ce futur lieu. Des ateliers et des pratiques collectives, notamment des groupes de parole, des cours de langue, des cours de yoga, de théâtre ou encore de jardinage pourront être organisés dans ce pôle socio-culturel. Il comprendra également un observatoire des violences, observer pour comprendre et comprendre pour agir et agir pour en finir avec les violences. C'est une des clés aussi de la réussite des politiques publiques que nous souhaitons engager pour lutter contre les violences. L'Observatoire permettra de rassembler les partenaires en un réseau local afin de renforcer le travail de recensement et de coordination des actions et d'évaluer les dispositifs existants, d'évaluer leur efficacité et construire ainsi les réponses les plus adéquates pour réajuster les dispositifs. Ensuite, le réseau de partenaires et d'experts. Évidemment, tout ce qu'on vient d'exposer ici nécessite de mettre en commun tout un tas de compétences et de profils divers. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'une démarche de large concertation, car nous voulons construire un projet partenarial dans lequel chacun, chacune y trouve sa place et a un rôle à jouer. À Nanterre, nous avons la chance de pouvoir compter sur des associations dynamiques et compétentes. Toutes ces associations sont au cœur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Leur travail est essentiel à Nanterre et le sera tout autant dans la future Maison des femmes. Ce sont ces ambitions qui ont été partagées le 8 mars dernier lors du tout premier collectif de préfiguration avec les institutions et associations concernées. Donc on le disait, une maison des femmes avec 2 entrées pour construire un lieu à la fois accessible, accueillant et atypique. 2 entrées avec l'hôpital de Nanterre et le pôle médical que vous a présenté Valérie Thomas. Et une autre entrée plus dans la ville, dont le lieu exact reste encore à définir, mais pour lequel nous avons déjà établi certains critères, notamment un lieu facilement accessible en transport, autour de grandes gares existantes, et pourquoi pas à venir et leurs alentours, un lieu évidemment accessible pour les personnes à mobilité réduite, un lieu qu'on souhaite ouvert sur la ville, mais en même temps sécurisant, non stigmatisant et offrant la possibilité d'un accueil discret. Un lieu écolo-compatible en ayant cette préoccupation du tri des déchets, de la consommation des énergies, de stationnement de vélos, etc. Vous avez certainement pu voir des articles de presse sur la future Maison des femmes. Nous avons aussi la préoccupation d'avoir une communication visible et efficace pour les Nantériens et les Nantériennes, avec 2 objectifs principaux. La première, c'est de faire connaître la structure auprès des habitants de Nanterre et auprès des professionnels. Et le deuxième objectif, c'est de susciter notamment des prises de conscience chez les femmes qui sont victimes de violences, de leur donner le courage, la force de parler et de s'engager dans un parcours de sortie des violences. C'est pourquoi vous pourrez trouver la toute nouvelle rubrique dédiée aux droits des femmes et donc à la Maison des femmes sur le site de la ville. Et nous travaillons également sur des visuels avec le service communication, des visuels qui permettent de labelliser toutes les actions qui seront mises en place par la délégation des droits des femmes. Donc maintenant, où en sommes-nous avec le projet de Maison des femmes? Il continue de se construire, avec les différents partenaires. Nous poursuivons les différentes rencontres avec les associations et les établissements qui sont intéressés par le projet. La Maison des femmes sera un formidable point d'appui, un lieu ressource où tous les partenaires du réseau pourront coordonner leurs actions.
Sa vocation n'est pas de remplacer les forces qui sont déjà actives sur le terrain, mais bien de les fédérer, de mutualiser les énergies et d'animer un partenariat au service de la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité. Elle sera ouverte au territoire, aux différents quartiers et fera rayonner les initiatives qui promeuvent l'égalité et les droits des femmes. On est persuadé qu'ensemble, avec les acteurs du territoire, nous ferons de ce projet une véritable réussite, un des piliers de notre engagement commun pour les droits des femmes. Nous réunirons d'ailleurs très prochainement des groupes de travail thématiques pour continuer cette co-construction. Une co-construction que nous voulons également avec vous, les habitants et les habitantes de Nanterre, puisque vous le savez, il y a une tradition à Nanterre, c'est que nous sommes très attachés à associer les habitants à nos réflexions, à écouter leurs besoins et à construire nos décisions avec et pour les citoyens. En ce sens, nous restons donc fidèles à cette tradition. Aussi, de ses origines à sa conception, en passant par son ouverture et son animation, la voix des Nantériennes sera au cœur du projet de Maison des femmes. Notre volonté est d'associer les femmes de tout profil, de tout milieu, de toutes origines, de tout quartier, notamment celles qui ont survécu à des violences, de les associer à la conception de leur maison, un lieu de confiance, un lieu de solidarité, une fenêtre d'espoir sur le monde, un refuge où elles pourront trouver la bienveillance et la protection dont elles sont malheureusement privées au sein de leur foyer, jusqu'au cœur de leur propre intimité. La place des femmes, les premières concernées, au sein de cette future maison est évidemment incontournable dans ce projet. C'est pourquoi nous allons mettre en place des outils nouveaux de concertation afin que vous puissiez nous faire part de vos préoccupations et de vos remarques. Cette première réunion publique n'est que le début. Donc vous le voyez, prochainement une newsletter sur la délégation des droits des femmes sera mise en place, une boîte à idées virtuelle qui vient d'être créée sur le site de la ville de Nanterre, donc qui est accessible depuis la page Maison des femmes et qui permettra à chacune de laisser un commentaire, une idée, une suggestion sur le projet de Maison des femmes jusqu'à son ouverture. Ces messages seront recueillis et serviront donc à nourrir nos réflexions sur le futur équipement. Et puis, nous souhaitons également refaire une réunion publique d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de cette présentation qu'on a veillé à faire courte pour laisser toute la place possible à vos questions, à vous qui êtes chez vous en direct derrière votre ordinateur. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat. Donc on va prendre quelques-unes des premières questions qui nous sont arrivées, dont une première question qui est très pertinente. Donc une habitante ou un habitant demande: pourriez-vous nous indiquer quelles mesures seront prises pour éviter la stigmatisation et assurer la sécurité des femmes qui se rendront dans ce futur équipement? Donc ça, c'est effectivement une des grosses préoccupations. Et je vous propose, alors je vais proposer à Valérie Thomas, donc chef du pôle médecine sociale de l'hôpital Max Forestier, d'apporter des premiers éléments de réponse. Et puis ensuite, je passerai la parole à Lorraine Janton qui pourra répondre également sur la réflexion de la ville sur cet aspect. Donc, comment éviter la stigmatisation des femmes qui se rendront dans ce futur équipement? Valérie, c'est à vous. Merci. Un des point fort dans l'idée de construire une maison des femmes dans un hôpital, c'est qu'on ne dit pas « je vais à la maison des femmes », on dit « je vais à l'hôpital », qui est vraiment l'avis assez généralement rappelé quand on parle de la maison des femmes de Saint-Denis, et c'est un avantage fort. Se pose toujours la question d'un lieu trop clairement identifié comme un accompagnement. Toutes les mesures de mise en sécurité telles qu'elles existent déjà sur l'intégralité des sites. Moi, je fais partie par ailleurs du conseil d'administration du collectif féministe contre le viol. Bien sûr, le site a une petite icône, sortir très vite, et on vous renvoie sur une plage ensoleillée. Ce sont des mesures essentielles et effectivement, c'est une question tout à fait pertinente. Lorraine, est-ce que vous voulez compléter cette réponse? Très rapidement, évidemment, je partage ce que vient de dire Valérie Thomas sur la porte hôpital qui est complètement neutre et déstigmatisante. Sur le second site qui sera donc plus ouvert sur la ville, notre volonté est vraiment d'en faire un lieu ressource également pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes. Et donc, on pourra y rentrer pour assister à des conférences, pour partager un café, pour
comment dire, avoir accès à des ateliers de sport ou culturels. Et donc, on souhaite que ce lieu soit ouvert à toutes, et notamment à des femmes qui ne sont pas victimes de violences. Et c'est important pour nous que cette étiquette ne soit pas, comment dire, qu'elle n'empêche pas en fait aux femmes de pousser la porte de la future maison des femmes. Alors, je vous propose de prendre une seconde question. Donc, on a une question qui nous est arrivée de Madame Ramani, qui demande: le pôle à l'hôpital sera-t-il uniquement médical, par exemple, ou est-ce que nous pourrons trouver de l'aide à la formation? Alors, effectivement, on a annoncé que le futur équipement serait bisites, un site à l'hôpital et un site dans la ville. Donc, qui pourrait répondre à cette question de savoir donc comment seront réparties les différentes activités? Lorraine? Alors, comme on le disait, comme on vous l'a présenté, donc les deux pôles, le pôle santé et le pôle socio-culturel avec ce centre de ressources droits des femmes, va vraiment permettre d'offrir aux femmes différents services pour répondre à leurs besoins et donc avoir une offre très complète sur la ville de Nanterre. Pour ce qui est précisément des permanences qui seront à l'hôpital ou plus sur le second lieu, nous sommes en ce moment en train d'y réfléchir et en train d'y travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi cette réunion avec vous et cet échange. C'est pour que vous puissiez partager avec nous vos avis, vos remarques. Le pôle santé, évidemment, c'est plus axé sur les soins et les consultations médicales. Mais on est tout à fait ouvert à réfléchir à des permanences d'associations, à des ateliers aussi à l'hôpital. Donc, on est vraiment dans cette co-construction. Donc, la future boîte à idées virtuelle, n'hésitez pas à vous en saisir pour nous faire part de vos avis. Peut-être je dis un mot, c'est Patrick Jarry, maire de Nanterre. Pour dire que, évidemment, je sais que cette question du bicite va beaucoup interroger, préoccuper. C'est déjà difficile d'en construire une maison des femmes, alors quand on essaye d'en construire deux, c'est encore un peu plus difficile. On a déjà échangé avec Madame la directrice Saint-Jean. Évidemment, si on était en 2026 ou 2027, peut-être qu'on ouvrirait directement un seul site sur l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à 2026-2027, le tramway desservira l'hôpital de Nanterre, qui pour l'instant, en transport en commun, n'est pas très facilement accessible. Et puis en 2026-2027, l'hôpital il aura énormément changé d'allure. Il aura perdu son mur d'enceinte. On pourra y accéder d'une manière tout à fait différente. Il y aura des tas de choses des nouveaux immeubles qui auront poussé, des tas d'activités qui auront pris place dans cet espace. Mais on n'est pas en 2026 ou 2027. On est en 2021 et on pense, pour répondre aux engagements qui avaient été pris, qu'il faut avancer maintenant. Voilà. Et donc, pour avancer maintenant, on est évidemment très content que l'hôpital, dès qu'on est parlé Maison des femmes, nous ait dit ah, mais nous, on peut apporter une pierre dedans qui, si on ne l'avait pas, serait totalement insuffisant, puisqu'on pourrait avoir une maison avec tout ce qui a été décrit tout à l'heure par Laurine, mais on serait handicapé pour ne pas avoir ce volet à dominante médicale qu'on n'aurait pas. Donc, on est évidemment enchanté. Moi, j'y avais pas pensé quand on a échangé au départ, mais on est enchanté. Voilà. Donc, on a ça. Et donc, du coup, on va le construire sur le site. C'est pour ça qu'on se tourne vers vous, avec une part de tâtonnement dedans, une phase de préfiguration où on va chercher un peu à
à tâter comment on construit cela. Et puis, on laissera du travail pour l'avenir à ceux qui, peut-être en 2027, 28 ou 29, décideront de faire un peu différent de ce qu'on aura commencé à faire ensemble. Mais voilà, donc le BICIT, évidemment, je suis sûr que ça va continuer d'alimenter beaucoup, mais c'est le seul moyen de démarrer tout de suite et de démarrer sans se priver d'aucun des pôles dont on a absolument besoin, hein, pour qu'on soit une maison des femmes et qu'on réponde à une diversité des besoins et des lieux. Et donc du coup, on va être un projet original en France, puisqu'au lieu d'en construire une, on va en construire deux. Voilà, moi je me permets d'apporter une toute petite précision, c'est qu'on réfléchit d'ores et déjà, on intègre d'ores et déjà dans notre réflexion la question des moyens qui pourraient permettre aux usagères de rejoindre l'un et l'autre site assez rapidement. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos questions qui témoignent du fait que vous percevez bien les enjeux. Je vous rappelle qu'autour de la table, nous avons des représentantes du CIDFF, de la FED, de l'ADAVIP et du Centre communal d'action sociale. Donc, n'hésitez pas non plus à poser des questions qui pourraient être adressées aux associations, à nos partenaires, au Centre communal d'action sociale. Ce que je vous propose dans un premier temps, avant de prendre de nouvelles questions, c'est de donner la parole à Leila Nita, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, à Leila Nita. Leila Nita, vous êtes une habitante de Nanterre, une Nantérienne. Vous aviez participé à l'atelier citoyen de campagne sur la question des droits des femmes et vous aviez été donc une des toutes premières personnes à porter cette idée de créer une maison des femmes à Nanterre. Donc, ce qu'on souhaiterait vous demander aujourd'hui, en tant que Nantérienne, qu'est-ce que cet équipement représente pour vous et à votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à ces futures usagères, aux Nantériennes et aux habitantes du territoire? Madame Nita, je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, merci à la ville de m'avoir invitée. Et alors, ce projet, c'est vrai que j'y pensais depuis pas mal d'années. Je connais bien l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Donc, je connaissais la maison des femmes et cette idée avait déjà germé en moi d'avoir une maison des femmes à Nanterre. Et lors d'une assemblée des femmes à Nanterre au Parti communiste, lors de la préparation des élections, il fallait présenter des projets à présenter au maire. Et j'étais venue donc avec un dossier présentant un projet d'une maison des femmes à l'identique de la maison des femmes de Saint-Denis que je connais un petit peu. Hein. Et donc, j'ai été ravie effectivement que le projet ait été retenu. Après, plus personnellement, c'est vrai que ce projet me tient à cœur parce qu'on va dire à peu près en même temps que les élections municipales, etc. J'ai une de mes sœurs qui a été victime d'un féminicide. Donc, d'autant plus que ce projet des femmes me tient énormément à cœur. Et je sais que beaucoup de femmes, en ayant cette maison des femmes à Nanterre, trouveront une porte où aller, où toquer, où trouver une écoute, des soins, avant que ça soit trop tard pour toutes ces femmes. Donc c'était très important que ce projet aboutisse à Nanterre. Et Nanterre est une ville que j'aime beaucoup pour différentes raisons, que j'affectionne beaucoup. Donc je trouvais ça génial qu'à Nanterre, il y ait enfin cette maison des femmes. Donc voilà, je suis super contente que le projet avance super vite. Je suis les réseaux sociaux, je suis Lorraine et je vois que ça avance et je suis super contente. Et je suis super contente pour toutes les femmes qui pourront trouver une porte ouverte où elles pourront se réfugier avant que ça soit trop tard. Et qu'il y aura des personnels qui seront là pour les écouter, pour les aider, les soigner en amont, voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse, Madame Nita. Ce que je vous propose pour le moment, c'est de prendre une nouvelle question donc, qui nous est arrivée via le chat. Donc, on a une question de Domi qui indique donc l'éducation est un pilier de l'émancipation.
Avez-vous l'intention d'intégrer une approche éducative à ce projet? Je propose de laisser la parole à la ville dans un premier temps. Après, si d'autres personnes veulent compléter la réponse. Monsieur le maire, Madame Janton, qui est-ce qui voudrait répondre? Alors, Lorraine, pour la réponse. Lorraine Janton. Oui, alors évidemment que l'éducation et tout l'aspect prévention à l'égalité va tenir une place importante dans la Maison des femmes. Que ce soit sur les 2 sites, puisqu'on combat, selon moi, les violences faites aux femmes et aux enfants aussi par l'éducation et par éduquer à la non-violence, par éduquer au partage de la culture de l'égalité. Nous allons déjà travailler avec les écoles, les collèges, les lycées, faire de la sensibilisation. La Maison des femmes est aussi un lieu qui va pouvoir accueillir des ateliers, des conférences, des débats. Et donc, on a vraiment à cœur de tenir un peu tous les bouts de la question de l'égalité et de la prévention des violences. Merci Lorraine. Alors, nous avons désormais une question cruciale, anonyme, une participante ou un participant qui demande « D'ici combien de temps ces différents pôles seront-ils accessibles ?» Le nœud gordien du projet. Alors, qui veut répondre à cette question? Monsieur le maire. Je ne réponds pas pour l'hôpital, je laisse madame la directrice répondre pour l'hôpital. Nous, on s'est fixé comme objectif d'ouvrir un premier lieu avant la fin de l'année. Voilà, avant la fin de l'année 2021, donc d'ouvrir un premier lieu qui ne sera pas évidemment la vision complète du projet, etc., mais qui sera un premier lieu où on aura une partie au moins des permanences, des personnes dont Lorraine a parlé tout à l'heure. Voilà, donc on est évidemment en train d'imaginer un premier lieu. D'ailleurs, on avait un peu, évidemment, c'est une question importante. Hein, on cherche un lieu qui soit proche, d'abord qui soit disponible, parce que c'est pas si simple que ça, qui soit proche des moyens de transport, hein, ou proche d'un lieu où il y ait des moyens de transport. Donc, alors à Nanterre, il y a 3 gares. Il y en aura 5 bientôt, mais pour l'instant, il faudra attendre la décennie suivante pour qu'il y en ait 5. Pour l'instant, il y en a 3. Un lieu, sans doute, dans un premier temps, qui n'est pas isolé, c'est-à-dire qui n'est pas un lieu qui serait marqué que Maison des femmes, mais qui soit un lieu plus multiple, hein, de manière à ce que sans doute on soit un peu comme à l'hôpital, quand on peut aller à l'hôpital pour des tas de raisons. Là, on pourra aller dans ce lieu, peut-être pas forcément uniquement pour aller à la Maison des femmes. Voilà, donc on travaille sur l'idée avant la fin de l'année 2021. Voilà. Alors, pour le pôle hôpital, est-ce que Madame Legendre voudrait répondre sur les perspectives qui ne sont pas forcément encore bouclées, mais en tout cas, est-ce que vous avez des éléments de réponse, Madame Legendre? Oui, comme vous le précisez, ce sont des perspectives qui sont à l'étude. On n'a pas encore de lieu complètement précisé. Pour le moment, nous travaillons avec l'ensemble des personnes qui vont être mobilisées pour le parcours des femmes qui viendront à l'hôpital, à travailler sur cette offre spécifique. Et je crois que c'est quand même pour nous l'essentiel. Une fois que nous aurons vraiment travaillé à cela, la question du lieu, qui sera plutôt un lieu de coordination de ce parcours, sera à l'étude. Voilà, mais je pense que raisonnablement, par rapport au délai annoncé par Monsieur le maire, je pense qu'on pourra accompagner, on sera à peu près, ça sera un projet de concert avec cette date annoncée de fin d'année. Voilà. Merci à vous pour cette réponse.
Alors avant qu'on prenne de nouvelles questions, on voulait donner la parole aux représentantes des associations et des structures qui nous accompagnent dans ce projet. On vous l'a dit un peu plus tôt dans la présentation, Lorraine Janton vous l'a dit. Ce projet, on cherche à le construire avec les partenaires locaux, notamment les associations. Donc la première personne à qui je voudrais donner la parole désormais, c'est Anne-Charlotte Gelti, qui est directrice du Centre d'information pour les droits des femmes pour le nord des Hauts-de-Seine, donc le CIDFF 92, association qui travaille de concert avec l'association pour les femmes en difficulté, la FED 92. Donc 2 associations actuellement localisées dans le quartier du Parc et qui accueillent quotidiennement des femmes victimes de violences pour les accompagner dans leur parcours sur un plan juridique, social, psychologique et d'hébergement. Donc Anne-Charlotte, ce que la ville souhaitait vous demander, c'est votre point de vue un peu global sur la manière dont évolue la prise en charge des femmes victimes de violences. On aurait aimé avoir votre point de vue sur les obstacles qui persistent aujourd'hui pour que cette prise en charge des femmes victimes de violences soit totalement efficace. Anne-Charlotte, je vous donne la parole. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Donc, j'ai 4 minutes pour répondre à cette vaste question. Donc, je voulais juste rappeler très brièvement que le CIDFF a été une association qui est née à Nanterre en 1972, qui a pour mission de favoriser l'accès aux droits, de lutter contre toutes les formes de violence et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, comme vous le savez, le siège de l'association est dans le quartier du Parc, comme Flora vient de le dire, au 71 rue des Fontenelles, et on est en cohabitation avec la FED, Association Femmes en difficulté, qui intervient également dans le champ de la lutte contre les violences. Donc, on a une équipe qui est pluridisciplinaire, qui est composée de 19 salariés dans nos 2 structures, qui sont toutes spécialisées, formées sur l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, on a 2 directrices, un agent d'accueil, 4 psychologues, 8 juristes, 3 assistantes sociales, une éducatrice spécialisée qui est spécifiquement sur la mise en sécurité 115, une intendante d'hébergement et puis des stagiaires et des services civiques que nous accueillons dans nos structures chaque année. En moyenne, les assos animent plus de 6600 entretiens juridiques, dont 1900 ont lieu au siège de l'association à Nanterre et 1500 entretiens psychologiques. Par ailleurs, il y a plus de 200 actions de formation et de sensibilisation qui sont programmées chaque année et qui permettent de sensibiliser et de former plus de 3000 personnes par an. Donc voilà, c'était juste ma petite introduction. Donc comment répondre, comment améliorer l'accompagnement des femmes victimes de violences? Alors d'abord, ce qu'il nous faudrait, c'est une réponse adaptée à la spécificité de chaque situation individuelle. Donc pour ça, on a besoin, la première des choses, c'est de moyens pour les associations, mais également pour les services publics. Je pense par là aux services de police, mais également à la justice, aux travailleurs sociaux, à la CAF, au Pôle emploi, qui sont sous-dotés en agents. On a besoin de connaître ses droits pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et c'est pour ça que le CIDFF propose des permanences juridiques dans différents domaines, à la fois en droit pénal, en droit civil, mais également en droit des étrangers pour toutes les questions spécifiques que peuvent se poser les femmes étrangères victimes de violences, ce qui permet à la fois en allant en justice d'avoir une protection, mais également d'obtenir réparation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut également des consultations psychologiques pour pouvoir se reconstruire, à la fois, comme vous le disiez, sur le psychotrauma, mais également on propose un travail autour de la parentalité, puisque vous savez que les violences vont venir impacter la parentalité des victimes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait évidemment plus de places d'hébergement d'urgence et de mise à l'abri, mais également un meilleur accès au logement autonome. Il faudrait un meilleur accès aux droits sociaux. Il faudrait favoriser, travailler la question de l'autonomie économique des femmes, ce qui sous-entend un travail autour de l'emploi, de la formation, ce qui veut dire aussi un travail autour des modes de garde pour permettre cela. Il faut un accès aux soins. Je ne le développe pas, il a été largement traité par les services de l'hôpital et on voit bien à Saint-Denis comment cette porte d'entrée est indispensable dans la reconstruction. Au-delà de la prise en charge individuelle, il est aussi en parallèle indispensable de proposer des espaces collectifs
qui vont favoriser la solidarité et qui permettent aux victimes de sortir de leur isolement. Mais le collectif, ça permet aussi de prendre conscience que les violences conjugales, elles s'organisent autour d'un système et que du coup, ça permet aussi de déculpabiliser les victimes, de montrer, de faire prendre conscience qu'on n'est pas responsable de sa situation, mais qu'on est bien victime d'un système plus global quand on voit l'ampleur des violences qui sont faites aux femmes. Et du coup, tous ces ateliers qui ont été développés par Lorraine, que ce soit les groupes de parole, les self-défense, du yoga, de la danse, voilà, on peut imaginer plein de médias différents qui participent à cette reconstruction des femmes victimes de violences. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut également un partenariat solide. Et ça, c'est pour ça que les associations travaillent depuis longtemps, le CIDFF et la FED, avec les différents partenaires qui interviennent dans le domaine, la justice, la police, mais aussi les avocats, l'État, les collectivités, l'ensemble des associations et des centres sociaux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des professionnels formés à la spécificité des violences pour mieux repérer les situations de violence et pour pouvoir proposer un meilleur accompagnement, voire une orientation vers le réseau local. Qu'est-ce qu'il faut? Quelqu'un a posé la question, bien évidemment, des actions de prévention pour agir le plus en amont possible, notamment auprès des plus jeunes, sur les questions d'égalité filles-garçons, sur les questions de droit à disposer de son corps, mais également de prévention du harcèlement, du cyberharcèlement et de toutes les violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Et aussi en termes de prostitution des mineurs, qui est une thématique qui malheureusement monte considérablement ces dernières années. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lutter contre la récidive. C'est pour ça que le CIDFF, depuis 2014, propose des stages de responsabilisation des auteurs de violences conjugales et a également ouvert une consultation psychologique au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les auteurs de violences conjugales qui sont condamnés à des obligations de soins. Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, plus largement, un travail autour de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisqu'on le sait, hein, les violences envers les femmes sont une des manifestations des rapports de domination. Et donc, pour prévenir ces violences, il est indispensable de promouvoir plus globalement l'égalité entre les femmes et les hommes. Et du coup, tout ce que je viens de décrire, ce serait génial si ça pouvait se trouver dans un même lieu qui proposera ainsi une approche holistique. Et du coup, le projet de Maison des femmes, c'est un projet qui est innovant, qui est pertinent et qui permettrait de réunir des expertises, un savoir-faire en regroupant des professionnels à la fois de la santé, du droit, de la justice, des thérapeutes, des artistes, des sportifs, investis dans la lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales et plus largement sexistes et sexuelles. Donc, on est ravis, le CIDFF et la FED, de pouvoir participer à ces travaux de réflexion sur Nanterre, qui est quand même notre siège de nos deux associations et pour les publics qu'on accueille, et notamment les femmes victimes de violences accueillies tous les jours à Nanterre. Je vous remercie. Merci Anne-Charlotte. Je vais vous garder pour une question qui nous est arrivée sur le chat d'une habitante qui nous demande si la future Maison des femmes proposera un suivi psychologique. Alors pour l'instant, le CIDFF et la FED proposent un accompagnement psychologique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots brièvement de l'importance de ce suivi psychologique pour les femmes qui sont victimes de violences ou qui sont dans un parcours de sortie des violences? Alors, la FED et le CIDFF proposent du lundi au vendredi, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel, des consultations psychologiques par des psychologues qui sont formés spécifiquement à la prise en charge des femmes victimes de violences. Et on le sait, c'est indispensable en parallèle d'actions en justice, de la connaissance de ses droits, de passer parfois, alors soit en même temps, soit en amont, par une prise en charge psychologique pour pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, pour pouvoir accompagner la victime dans cette sortie des violences, qu'elle ait le courage, qu'elle trouve l'énergie, qu'elle trouve les ressorts, les ressources en elle pour sortir de ces violences. Et ça passe essentiellement, notamment par un accompagnement, un travail psychologique qui va lui permettre d'acter cette sortie des violences. Merci Anne-Charlotte.
Merci pour ces éléments de réponse. Je voudrais désormais proposer de passer la parole à Salia David, qui représente l'ADAVIP. Alors, l'ADAVIP, c'est une association agréée officiellement pour intervenir en accompagnement des femmes victimes de violences, notamment au commissariat de Nanterre. Donc, c'est l'association qui va être le plus immédiatement en contact avec les femmes victimes de violences lorsque celles-ci, notamment, viennent porter plainte au commissariat. Salia, vous me corrigerez si je dis s'il y a des erreurs dans ma présentation. En tout cas, ce que la ville souhaiterait vous demander aujourd'hui, nous souhaiterions vous demander quel type de difficultés rencontrent les femmes victimes de violences que vous recevez après qu'elles aient déposé plainte ou avant, en tout cas dans leur processus judiciaire, et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'accompagnement de ces femmes. Salia, je vous passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous associer à ce magnifique projet de création d'une maison des femmes. Merci Monsieur le maire, merci à tous les participants. C'est une réponse à deux voix que je vais faire. Donc je vais peut-être dans un premier temps, c'est la réponse du pôle psychosocial, et dans un premier temps, je vais laisser Louise Sanzo, qui est psychologue clinicienne au commissariat de Nanterre, répondre à cette première partie de questions. Bonjour à tous, donc Louise Sanzo, moi je suis psychologue au commissariat de Nanterre comme ça a été précisé, et donc avec Salia on représente le pôle psychosocial qui est présent dans de plus en plus de commissariats, et c'est une bonne chose. Effectivement, nous on peut repérer des difficultés, des freins chez des femmes qui souhaitent déposer plainte, et c'est des choses je pense qui reviennent assez souvent et dont Anne-Charlotte a pu parler, c'est-à-dire une peur qui peut y avoir aussi dans le fait d'engager des procédures qui leur sont inconnues, donc forcément l'inconnu ça fait peur, donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réticence, de méconnaissance par rapport à ce qu'est une procédure judiciaire. On se rend compte aussi, voilà, c'est un constat qu'on a eu aussi quand il y a des enfants dans le couple, que ça amène encore plus de questions, peut-être parfois encore plus de blocages, et que du coup, voilà, ça crée de l'incompréhension, de méconnaissance, et aussi rien que le fait de rentrer dans un commissariat, ça peut être compliqué pour certaines personnes. On voit qu'il y a aussi, voilà, donc c'est un peu redondant avec ce qui a été dit, mais une notion d'emprise qui est présente chez ces femmes et qui du coup les empêche dans beaucoup de choses, et qui du coup fait que nous, en tant que professionnels en commissariat, on a toutes nos places parce que on peut, du fait d'être dans le commissariat, recevoir ces femmes par exemple avant leur dépôt de plainte, et ça c'est quelque chose qui facilite quand même leur démarche. Elles peuvent venir nous rencontrer plusieurs fois si c'est nécessaire. On a l'habitude aussi parfois de faire des entretiens ensemble parce que voilà, on n'a pas le même regard. Du fait que moi je suis psychologue, Salia et assistante sociale, on n'a pas la même vision, et du coup c'est complémentaire. Ça évite aussi à la dame de répéter plusieurs fois sa problématique. On a aussi du coup une possibilité de suivi, nous en commissariat, qui peut être importante parce que ça a déjà été dit, c'est des démarches qui prennent du temps. Il y a tout un temps de comprendre déjà ce qui leur arrive, d'être consciente de ce qui leur arrive, de comprendre aussi voilà, les procédures judiciaires, tout ce qui est au niveau social, le logement, les problématiques financières, et que du coup nous on a le temps de les recevoir plusieurs fois s'il faut. Je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas besoin d'un dépôt de plainte pour nous rencontrer, et ça c'est très important. Donc c'est des rendez-vous qui sont anonymes, qui sont gratuits, et qui du coup facilitent, en tout cas on l'espère, la prise en charge de ces femmes qui est multiple. Et voilà. Pour moi c'est bien. Alors, pour la partie des freins, mais alors ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a le pôle psychosocial au commissariat, mais également la présence d'une juriste, donc de l'ADAVIP, l'association dont je fais partie, et l'ADAVIP est présente à Nanterre et dans les Hauts-de-Seine depuis plus de 35 ans maintenant, et donc c'est également la possibilité pour toutes les femmes, mais aussi pour toute victime, d'être prise en charge. Et cette prise en charge donc, psychologique, sociale et juridique, et notamment au commissariat de Nanterre, est très importante pour les femmes qui s'adressent au commissariat pour déposer plainte. On espère qu'avec cette possibilité de prise en charge, les freins puissent être levés. Voilà.
parfois c'est pas tout le temps le cas, mais on essaye, hein. Tout est perfectible et en tous les cas on essaye de s'améliorer, et c'est à ce titre que depuis le début de cette année, en février dernier notamment, on a voulu mettre en place une prise en charge spécifique des femmes qui s'adressaient au commissariat pour déposer plainte. Et là, c'était une piste d'amélioration, parce que je pense qu'on parle des freins, on peut aussi parler d'amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violences. Et donc, au commissariat, on a réfléchi à comment améliorer l'accueil et la prise en charge des femmes qui se présentent dans les services et qui sont victimes de violences. Dans ce cadre, on a mis en place elles ont donc un dispositif d'accueil et un visiophone qui est dédié, c'est-à-dire qu'on a pensé à être efficace en termes de temps, en termes de confidentialité, et avec notamment de la bienveillance et de l'adaptabilité par rapport aux difficultés que la femme peut avoir à se confier dans un commissariat qui va être un lieu pas si facile que ça pour elle pour dévoiler des choses qui relèvent du privé. Et donc ces mesures, je pense, ont été optimisées au possible, hein, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à accueillir les femmes dans un bureau séparé, donc à être rapide et efficient, avec une attente écourtée à l'accueil, hein, et une prise en charge dès qu'elle sonne au niveau du visiophone qui est dédié à l'extérieur du commissariat. Beaucoup de bienveillance avec la possibilité d'être reçue par un agent féminin et de l'adaptabilité. Hein. Donc effectivement, comme le disait Louise, elles peuvent, si elles le souhaitent, être reçues d'abord et l'accompagnement vers la plainte est travaillé à notre niveau. Et le jour où elles sont prêtes à déposer plainte, cela peut se faire donc par une prise de rendez-vous. Merci beaucoup, Salia et Louise, pour ces éléments. Je vous propose de reprendre une des questions qui nous a été posée via le chat. Donc, c'est une question qui vient de Marie, qui demande qui pourra accéder au pôle socio-culturel de la future Maison des Femmes. Est-ce qu'il s'agit seulement des femmes victimes de violences? Alors, je pense que Lorraine Janton, donc maire adjointe déléguée aux droits des femmes, pourrait répondre à cette question. Je lui laisse la parole. Alors effectivement, le pôle socio-culturel, tout le monde pourra y rentrer, tout le monde qui a les bonnes raisons d'y rentrer, en fonction des activités qui seront proposées. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de réfléchir à ce qu'on va mettre dans le planning de ce fameux pôle et de ce fameux centre de ressources des droits des femmes. Mais toute personne qui a envie, je sais pas, de participer à une conférence, d'avoir des informations sur ses droits, notamment les droits des femmes, va pouvoir rentrer dans ce lieu et être accueillie avec toute la bienveillance nécessaire. Donc voilà, il n'y a pas de restriction particulière d'entrée pour le futur pôle socio-culturel. Alors, pour illustrer ce que Lorraine vient d'expliquer, je vous propose d'ailleurs de regarder une courte vidéo qui va vous présenter le projet d'une habitante de Nanterre, Madame Radia Fouchane. L'idée à travers cette vidéo, c'était aussi de vous montrer que effectivement, on essaye avec ce projet d'aller plus loin que les femmes strictement victimes de violences, mais de donner de la place dans ce futur équipement à toutes les femmes pour qu'elles puissent s'émanciper, construire leurs projets, construire leur parcours de vie. Donc je vous propose maintenant de regarder cette vidéo qui va présenter le projet de Radia Fouchane, habitante de Nanterre et photographe. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Fouchane Radia, j'ai 20 ans, je suis étudiante et habitante à Nanterre. Comme énoncé, je suis photographe passionnée, spécialisée dans la photographie sociale et urbaine. Et grosso modo, mes projets s'étendent à mettre en avant la ville, de la mettre en lumière et de surtout mettre en avant les habitantes et habitants de la ville. Si je dois rentrer directement dans le vif du sujet, en quoi ce projet m'inspire? Premièrement, ce projet, il m'inspire en tant que femme. Du coup, je dirais que malgré moi, il m'inspire, mais c'est pas péjoratif parce que
il met en avant, il donne la parole et il met vraiment du coup en avant des femmes. Donc je suis un peu obligée de me sentir concernée. Leur donner la parole parce que pendant beaucoup trop longtemps, ces femmes-là, elles ont été mises de côté, elles ont été invisibilisées, elles ont été marginalisées, elles ont été mises en marge. Et le fait est de pouvoir leur donner la parole, ben, ça montre que nos voix comptent. Ce projet, il m'inspire en tant que nantérienne, de savoir que notre ville, ma ville, soit à l'écoute de ces combats, de ce combat, de savoir encore une fois que ben, nos voix comptent, de savoir également que la ville, elle servira d'exemple, de levier pour ces futurs projets, pour ce futur projet de Maison des Femmes, de savoir que Nanterre s'est inspiré d'autres projets et d'autres maisons des femmes, comme celle par exemple en Seine-Saint-Denis, et que maintenant que ce futur projet aura lieu, de se dire que Nanterre inspirera d'autres villes et que ces villes en question aspireront à faire de futurs projets, de futures maisons des femmes. Premièrement, je dirais qu'il m'inspire en tant que photographe, en tant qu'artiste passionné, ne serait-ce que par le nom donné à ce lieu, Maison des femmes. On utilise un déterminant qui est inclusif. Et parallèlement, ça rejoint en fait le processus que moi je mets en place pour mes projets photographiques. Donc l'inclusivité, de mettre en avant des minorités, enfin, dites minoritaires, de mettre également des lieux dits invisibilisés. Du coup, comme énoncé, comme je le disais juste avant, ce déterminant, il est inclusif. Donc, encore une fois, ça met en avant que toutes les femmes sont concernées, que même s'il n'y a pas besoin forcément d'être une femme, mais que toutes les femmes sont concernées de par ce déterminant inclusif, que ça met en avant toutes les femmes. Donc, ça montre également la pluralité de ces dernières et leur individualité, et ça rejoint exactement mes projets photographiques, comme je le disais, mon processus, mes valeurs, ce que j'ai envie de mettre en avant à travers mes projets photographiques, qui est de mettre en avant l'individualité de chacun, même si je peux mettre en avant des minorités, des communautés, ça en fait une généralité, mais le but est de mettre en avant chaque personne, de montrer ce que chacune de ces personnes peut apporter à la ville, leur singularité. Et globalement, je dirais que ce projet ne peut que me concerner en tant que femme, en tant que nantérienne et en tant que photographe. Voilà, donc je crois qu'on a déjà dit, on a déjà abordé beaucoup des aspects du projet. Il nous en reste quelques-uns à voir avant de vous libérer. Nous avons autour de la table le docteur de Sarcus, donc de l'hôpital Max Forestier, qui est directeur du service gynécologie obstétrique, et à qui on souhaiterait demander quel sera le positionnement du pôle gynécologie obstétrique dans le pôle soins médical de la future Maison des Femmes. Comment un pôle gynécologie obstétrique peut intervenir sur la question des femmes victimes de violences, de quelle manière est-ce qu'il va se positionner dans ce projet. Monsieur de Sarcus, je vous laisse la parole. Voilà, ça y est, c'est mieux. Bonjour, alors bien sûr, le pôle de gynécologie obstétrique a vocation à participer d'abord par l'intégration de son activité planning familial au sens large, c'est-à-dire prise en charge des demandes d'interruption volontaire de grossesse ou de toute l'activité autour du planning familial, les consultations d'adolescents, de choses comme ça, qu'on avait pensé intégrer d'ailleurs dans le pôle hôpital, dans la partie hôpital de cette Maison des Femmes. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que il n'y a pas si longtemps, on a, dans le cadre du réseau périnatal, pour le coup, du réseau périnatal de 92, on a signé une convention
entre les différentes maternités du 92 pour, par exemple, s'occuper des femmes enceintes, mais aussi de celles qui ne sont pas enceintes éventuellement, victimes de violences et qui ont besoin en urgence d'un hébergement qui ne soit pas dans la ville même où les femmes ont subi les violences. Et donc, on a des accords entre maternités qui permettent de transférer des patientes de façon très sécurisée pour qu'elles soient éventuellement hébergées, hospitalisées dans d'autres maternités. Alors, ça ne se fait pas tous les jours, mais on a assez régulièrement entre maternités du 92, par exemple, des accords pour de transfert automatique pour que la patiente soit au secret dans un endroit un peu en dehors de l'endroit où elle vit, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur de Sarcus. On arrive bientôt au terme de cette réunion. On vous propose tout de même de prendre une dernière question et une dernière intervention de nos partenaires. Donc, nous avons une question qui nous provient de Carmela, qui demande est-ce que la ville et l'hôpital prévoient un accompagnement sur l'insertion à l'emploi pour les femmes victimes de violences qui parfois sont sans emploi? Alors sur ce sujet, je propose de laisser à nouveau la parole à Lorraine Janton, maire adjointe déléguée aux droits des femmes. Lorraine, est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette question de l'emploi? Oui, bien sûr. C'est prévu. On a pensé évidemment à cet aspect-là pour les femmes victimes de violences, puisqu'on sait que l'autonomie financière est une des principales clés de sortie des violences, de sortie de l'emprise. Et donc avoir un travail, avoir un emploi est déterminant pour les femmes. On va rencontrer très prochainement notamment la Maison de l'Emploi et la formation et essayer de travailler aussi en partenariat avec des structures comme Pôle emploi pour qu'on puisse, et puis d'autres associations qui sont aussi impliquées dans l'insertion. Il y a des associations aussi à Nanterre qui travaillent l'insertion spécifique des femmes notamment. Donc tout cela est encore en construction, mais on a évidemment en tête cette forte préoccupation parce que c'est déterminant pour la sortie des violences pour de nombreuses femmes. Merci Lorraine. Alors dans nos partenaires, nous avons également les services de la ville, puisque évidemment le projet de créer une maison des femmes, il s'appuie aussi sur l'action des services que les services de la ville ont d'ores et déjà à l'égard des femmes victimes de violences. Et alors, ça peut paraître étonnant, mais l'un des services de la ville qui intervient aujourd'hui auprès des femmes victimes de violences, c'est le service des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales scolaires. Alors, donc, on voudrait passer la parole à Chrislène Adonai, qui est assistante sociale scolaire donc à la ville de Nanterre, pour lui demander son avis sur les conséquences pour les enfants des violences que subissent leurs mères lorsque des enfants grandissent dans une famille avec une situation de violence conjugale. Et d'après vous, Chrislène, quels seraient les besoins de ces enfants? Chrislène, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je me permets de te reprendre Flora, je suis la responsable du service social scolaire. Donc le service social scolaire est composé de 9 travailleurs sociaux, c'est un service très atypique et privilégié pour les Nantériens car il n'existe pas sous cette forme dans d'autres villes, je tiens à le préciser. Et en plus, il a pour mission la prévention autour de la réussite scolaire, le bien-être de l'enfant et le soutien à la parentalité. Donc c'est pour ça que nous sommes donc sur le terrain et à proximité des familles dont les femmes victimes de violences conjugales. Compte tenu de la problématique, on en a un peu échangé avec mon équipe et on va commencer par les conséquences d'un contexte de violence conjugale pour les enfants. Donc, ce qui en ressort, comme vous le savez, la violence conjugale est comportée de différents cycles, notamment lorsque le parent a du mal à prendre la décision de quitter le domicile. L'enfant se retrouve tiraillé dans un conflit de loyauté, voit un parent qui a du mal de se sortir d'une situation difficile. Donc, les repères des enfants sont bousculés. La violence devient une norme aussi pour l'enfant. La création d'un manque de confiance en lui et de ses pairs.
Donc, ce qu'on peut aussi en ressortir des instituteurs, c'est que dans la récréation, on peut voir lors des conflits dans la cour de récréation les émotions déculpées. L'enfant est dans des comportements d'extrême, soit dans un comportement très renfermé sur lui-même ou à l'inverse, un comportement très violent. On a des enfants donc insécurisés, angoissés, qui ont des inquiétudes de protéger leurs parents. Voilà pour un peu les conséquences. Sur les besoins des enfants, les besoins fondamentaux peuvent passer parfois au second plan pour le parent qui est pris dans des préoccupations, dans un contexte de survie, de protection. Donc voilà, on peut le mettre en avant, ça aussi. Après, il y a la protection institutionnelle. On pense aussi qu'il y a un manque de prise en charge des enfants par les institutions de la protection de l'enfance, parce qu'en fait, on prend en compte l'enfant qui est victime avec une violence directe, une violence directe, mais la violence indirecte, l'enfant témoin, il manque cette prise en charge. Et pour tout ce qui est conflit de loyauté, déculpabilisation de l'enfant, un accompagnement psychologique, c'est ce qui est essentiel, notamment quand le parent ne veut pas quitter le domicile. Donc il faut vraiment accompagner l'enfant aussi à ce moment-là, et puis à la sortie, quand il y a gardé le lien des fois avec le père, ça peut être compliqué. Donc, une médiation, un accompagnement psychologique est important. Et ce qui nous paraissait aussi essentiel, c'est que l'enfant retrouve sa place en tant qu'enfant. Le décharger de ce rôle de protecteur ou d'auto-vigilance, hyper-vigilance que peut avoir un enfant, donc par des activités ludiques, permettre à l'enfant de retrouver son innocence. Voilà, donc j'ai fait court. Merci. Merci beaucoup, Chrislane, et excusez-moi pour avoir écorché votre fonction. Il est 20h13. On se dit que la plupart des personnes de vous qui nous suivez en direct devaient commencer à avoir faim. Donc, on vous propose d'aller vers la fin de cette réunion. Ce dont on a voulu témoigner à travers les différentes interventions que nous vous avons proposées, c'est de la diversité des acteurs, des partenaires, des structures, des associations qui interviennent d'ores et déjà sur le territoire, qui, comme vous avez pu le constater, sont tous et toutes très compétents sur leur sujet, ont une fine connaissance du sujet. On pourrait en parler des heures, mais je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Donc, comme je vous l'ai dit en début de réunion, toutes les questions qui ont été posées sur le chat et qui n'ont pas reçu de réponse recevront une réponse dans le compte-rendu de cette réunion qui sera publiée d'ici quelques jours sur le site de la ville. Donc, pas d'inquiétude si on n'a pas pu prendre ni répondre à l'une de vos questions. Vous en aurez bien une. Je me permets de vous engager à la suite de Lorraine à ne pas hésiter à laisser vos commentaires et suggestions sur la boîte à idées virtuelle qui se trouve également sur le site de la ville. Et donc, pour terminer cette réunion, je voudrais proposer aux représentants de l'hôpital Max Forestier et à Lorraine Janton de nous dire un petit mot de conclusion sur tout cet échange qu'on a eu. Je crois que les questions qui ont été posées par les spectatrices et les spectateurs ont largement prouvé qu'ils comprenaient bien les enjeux du projet. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure cette soirée qui nous a réunis? Qui voudrait prendre la parole? Madame Legendre, donc directrice de l'hôpital Max Forestier. Oui, je voudrais dire un petit mot sur ce que j'ai compris de l'ensemble des questions et des remarques qui sont arrivées jusqu'à nous. C'est que finalement, le travail à mener jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y a un engagement qui a été pris par Monsieur le maire, il est bien sûr de trouver un lieu, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement là l'enjeu le plus important, c'est de voir avec l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table comment coordonner les actions et faire du coup bénéficier aux femmes qui viendront auprès de cette équipe, qui auront confiance, de bien les orienter vers les besoins les plus urgents, les besoins à moyen terme pour qu'elles puissent tout d'abord se reconstruire et puis ensuite construire un avenir différent. Merci. Alors, Valérie Thomas, donc chef du pôle médecine sociale de l'hôpital Max Forestier.
Juste un mot pour dire que je vous remercie pour cette invitation, je vous remercie de nous donner l'opportunité à l'hôpital de participer à ce projet et merci aussi de me permettre d'apprécier le fait que s'occuper des violences faites aux femmes et penser une maison des femmes, ça se fait au travers d'une culture commune de lutte contre tout le système d'oppression qui crée ces violences et pour moi c'est un réel plaisir de participer à un progrès social majeur de ce lieu unique. Je ne vais pas avoir la prétention de conclure, au contraire, cette soirée, puisque ce n'est que le début, en réalité, des futurs échanges qui vont construire cette maison des femmes. Donc, on l'a rappelé, la ville et l'hôpital sont déterminés à faire de ce projet une véritable réussite. Mais je voudrais avoir un mot d'espoir pour la suite, parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de travail, vous l'avez remarqué, hein, sur par exemple, qu'est-ce qu'on va y mettre exactement à l'intérieur, etc. Et ça, on veut vraiment le construire avec les associations, les partenaires et avec vous. Mais néanmoins, je suis très contente de voir autant de Nantériens, Nantériennes connectés pour partager avec nous leurs préoccupations, leurs idées. Et je suis persuadée que ce beau projet sera une réussite. Et comme nous, on s'est inspiré d'autres endroits, sera aussi une source d'inspiration pour d'autres villes. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à l'ensemble des personnes qui sont intervenues durant cette soirée, qui ont accepté de venir ici à l'hôtel de ville de Nanterre pour venir présenter leurs projets, leurs commentaires, leurs activités. Merci à vous toutes et tous qui êtes en direct derrière votre ordinateur. L'objectif de cette réunion, c'était de vous donner les grandes lignes du projet pour que vous puissiez réagir et nous dire dès à présent ce que ce projet vous inspire. On aura de nombreux moyens de communiquer dans les semaines à venir, la newsletter, la boîte à idées virtuelle. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, à laisser vos commentaires à partir du site de la mairie de Nanterre. On vous remercie toutes et tous très vivement pour votre participation et on vous souhaite une très bonne soirée et puis surtout, on vous dit à très bientôt.